Je griffonnais dans mon carnet, essayant de donner forme à ma rêverie, lorsqu'une voix douce et mélodieuse me tira de ma transe. « Quel trait intéressant vous avez, jeune homme, » dit-elle. Levant les yeux, je vis une femme qui semblait tout droit sortie d'un tableau de Renoir. Ses cheveux d'un argent caractéristique encadraient un visage marqué par le temps, avec une dignité et une beauté rares. Ses yeux d'un bleu profond exprimaient une sagesse qui me captiva instantanément. Un frisson me parcourut l'échine, une sensation que je ne parvenais pas à nommer. Elle sourit, et le monde autour de moi sembla s'illuminer. « Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre votre inspiration », poursuivit-elle avec un accent parisien impeccable. Je balbutiai, cherchant les mots justes, le visage probablement rouge. « Non, pas du tout. Je divaguais », répondis-je en refermant le carnet avec une certaine timidité. « Antoine », me présentai-je en tendant la main. Elle serra le mien avec une douceur qui trahissait la force que je sentais émaner d'elle. « Elara », dit-elle, et ce nom résonna comme une mélodie ancienne et oubliée. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Elara était assise en face de moi et commandait un thé à la menthe. Nous avons discuté pendant des heures et le temps semblait suspendu dans le quartier latin. Elle parlait d'art, de la vie parisienne à différentes époques, de la beauté éphémère d'un coucher de soleil sur la Seine. À mon tour, je me suis surprise à exprimer mes rêves en suspens, la frustration de travailler dans un bistrot touristique, à servir des crêpes et du café au lait au lieu de créer mes propres œuvres. Elle écoutait avec une attention sincère, sans jugement, seulement avec une compréhension qui semblait m'envelopper. Ces mots étaient comme un baume sur mes blessures, et j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Elle avait une façon de voir le monde qui me fascinait, une perspective mature qui faisait de chaque observation une petite perle de sagesse. Nous avons parlé de vie, de beauté, de douleur et d'espoir. Je me suis surprise à rire de ses anecdotes sur le Paris de sa jeunesse, une ville que je ne connaissais que par les livres et les films. Notre différence d'âge était indéniable, mais le lien qui s'était formé entre nous transcendait toute barrière temporelle. C'était comme si nos âmes s'étaient reconnues sur un plan supérieur, ignorant les conventions terrestres. Alors que l'après-midi avançait et que les lumières de la ville commençaient à s'illuminer, teintant Paris de nuances d'or et de violet, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de magique dans cette rencontre. Elara ne me voyait pas comme un jeune artiste raté, mais comme quelqu'un au potentiel inexploité, une âme sensible aspirant à l'expression. Elle m'a encouragé à ne pas abandonner, à trouver du temps pour mon art, ne serait-ce que quelques minutes par jour. « L'art n'attend pas la perfection, Antoine », m'a-t-elle dit, une lueur dans les yeux. « Il attend la vérité, ta vérité. » Ces mots ont résonné en moi comme aucun cours magistral ni aucun conseil d'amis ne l'avait jamais fait. J'avais l'impression qu'Elara voyait au-delà de la surface, au-delà de mes insécurités, au cœur de ma passion. C'est alors qu'elle m'invita à une exposition d'art à Saint-Germain-des-Prés, une galerie plus petite mais prometteuse de talents émergents. « Ce serait un plaisir de te compter parmi nous, Antoine, et peut-être y trouveras-tu l'inspiration », suggéra-t-elle avec un doux sourire. Mon cœur bondit. J'acceptai sans hésiter, ressentant une excitation qui avait disparu de mon quotidien. Au moment de nous dire au revoir, un léger contact de sa main sur la mienne suffisit à allumer une flamme, une curiosité pour ce que le destin nous réservait encore. Je retournai à Montmartre sous un ciel étoilé, l'air nocturne parisien plus frais, plus vibrant. Mes pensées étaient emplies d'Elara, de sa voix, de son sourire, de sa sagesse. La frustration qui m'avait tourmenté chaque jour avait laissé place à un espoir renouvelé, le sentiment que quelque chose d'extraordinaire commençait. Je me demandais s'il s'agissait d'une simple rencontre fortuite ou du début de quelque chose de bien plus grand. Avez-vous déjà ressenti avec quelqu'un une connexion si profonde que l'âge ou les circonstances semblaient sans importance? Les jours suivants furent remplis d'impatience pour notre prochaine rencontre. Je me surprenais à sourire sans raison en servant les crêpes, imaginant les conversations que nous aurions, les endroits qu'Elara me ferait découvrir. Je commençais à gribouiller davantage, à voir les couleurs de Paris avec un regard neuf, comme si sa présence avait réveillé quelque chose qui sommeillait en moi. La routine était encore fatigante, mais elle avait désormais un but, une lumière au bout du tunnel de mes jours gris.
Je m'interrogeais sur la vie d'Elara, son passé, ce qui l'avait conduite à être la femme qu'elle était. Il y avait un mystère dans son regard qui m'invitait à le percer, mais aussi un respect pour sa vie privée, qui m'empêchait d'en demander trop. Je savais seulement qu'elle était une femme libre et indépendante, qui semblait avoir trouvé la paix avec elle-même. Et cette paix était contagieuse. Moi, jeune homme à l'âme agitée, je me sentais étrangement calme et complet avec elle. C'était une sensation nouvelle, un amour que je n'avais jamais imaginé. Ce n'était pas la passion débordante et téméraire que je voyais dans les films, mais quelque chose de plus profond, de plus serein, fondé sur l'admiration et la compréhension mutuelle. C'était comme un phare, guidant mon petit bateau à travers la tempête de ma propre existence. Je ne savais pas où ce voyage nous mènerait, mais j'étais prêt à y aller. Et vous, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Le jour de l'exposition arriva, accompagné d'une anxiété que je n'avais pas ressentie depuis mes premiers jours à Paris. J'enfilai ma plus belle chemise qui n'était pas très élégante, mais j'essayais de discipliner mes cheveux rebelles. Je voulais faire bonne impression. Je voulais qu'Elara me voie plus qu'un garçon frustré et rêveur. Le rendez-vous aurait lieu à l'entrée de la galerie, un petit bijou niché dans une charmante rue de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où l'art et l'histoire respirent à chaque tournant. J'arrivais quelques minutes en avance, le cœur battant à chaque passage. L'odeur du café et des vieux livres emplissait l'air, se mêlant à l'impatience de ce qui allait suivre. Quand je l'ai vue, j'ai eu le souffle coupé. Elara portait un élégant manteau de laine et un foulard en soie qui mettait en valeur ses yeux bleus. Ce n'était pas une femme qui cherchait à paraître jeune. Au contraire, elle embrassait son âge avec une grâce et une assurance qui la rendaient encore plus belle. Ses cheveux argentés brillaient dans la douce lumière du coucher de soleil parisien. Elle a souri en me voyant, et ce sourire, si sincère et accueillant, a dissipé toute ma tension. « Antoine, ponctuel comme une montre suisse », a-t-elle plaisanté, sa voix étant la mélodie que j'attendais. Nous sommes entrés dans la galerie, un espace restreint mais rempli d'œuvres vibrantes de jeunes artistes. Nous avons marché côte à côte, et pour chaque tableau, Elara offrait une observation perspicace, une interprétation qui enrichissait ma propre vision. Elle parlait des coups de pinceau, de la lumière, de l'émotion transmise, et je me sentais comme un apprenti enthousiaste aux côtés d'un maître. Nos doigts se sont effleurés tandis que nous désignions une toile abstraite aux couleurs chaudes et aux nuances de bleu. Un frisson subtil mais indéniable m'a parcouru le bras. Ce n'était pas seulement l'art qui nous reliait, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais pas encore osé nommer. Les autres visiteurs de la galerie semblaient disparaître, et il ne restait plus que nous deux, perdus dans un univers de couleurs et d'idées. Cet instant, au cœur de l'effervescence artistique parisienne, m'a semblé un refuge, un lieu où les différences extérieures se dissolvaient devant l'harmonie de nos âmes. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Après l'exposition, Elara m'a invité dans un petit bistrot du quartier, avec ses tables en terrasse et ses radiateurs, parfait pour la fraîcheur du soir. Nous avons commandé un vin chaud pour nous réchauffer et avons parlé de la vie, des défis que représente la poursuite de ses rêves dans une ville aussi exigeante que Paris. Elara m'a raconté des anecdotes de jeunesse, de l'époque où elle-même s'était lancée dans l'art, avant que ses responsabilités familiales ne l'obligent à emprunter une autre voie. Il y avait de la mélancolie dans ses yeux lorsqu'elle évoquait le passé, mais aussi une acceptation sereine. Elle m'a parlé de son défunt mari, professeur de littérature, et de la joie d'élever ses enfants à Paris. Je l'ai écouté, fasciné, absorbant chaque mot, chaque nuance de son expérience. J'ai réalisé que sa vie, bien que marquée par la perte et le sacrifice, était aussi remplie d'une richesse que la mienne n'avait pas encore connue. Elle n'était pas seulement une femme d'âge mûr, elle était un livre vivant d'histoire, de sagesse et de résilience. Et moi, au début de la vingtaine, je me sentais plus proche d'elle que de quiconque de mon âge. Le fossé générationnel, qui avait autrefois semblé un gouffre, se révélait désormais comme un pont, une opportunité d'apprendre et de grandir. Mais derrière toute cette admiration et cette affection, un doute commençait à poindre. Que diraient les gens? Comment ma famille, restée en province, réagirait-elle à un amour si inhabituel? Serais-je capable d'affronter les regards curieux, les murmures, les jugements?
Nous avons longé la rue de Bussy, avec ses lumières vibrantes et l'effervescence de la nuit. La main d'Elara effleura à nouveau la mienne, et cette fois, je n'hésitai pas à la prendre. Son contact était doux mais ferme, et je sentis une décharge électrique me traverser. Il n'y avait pas de passion débordante, mais une tendresse profonde, une caresse qui m'enveloppait complètement. C'était un sentiment d'appartenance, celui d'avoir trouvé un refuge au milieu de ma propre tempête. Mais le monde extérieur existait, et il avait ses règles, ses attentes. Avez-vous déjà ressenti que le véritable amour exige de défier les attentes de la société et de se battre pour ses convictions? Ce soir-là, sous les lumières scintillantes du pont Neuf, tandis que la Seine coulait paisiblement sous nos pieds, la main d'Elara dans la mienne était un phare, une promesse. C'était un lien dont j'ignorais avoir besoin, mais dont je ne pouvais désormais plus m'imaginer sans. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque rencontre était une nouvelle découverte. Nous avons visité des musées, le Louvre, le musée d'Orsay, où Elara m'a montré des détails d'œuvres que je n'aurais jamais remarqués seul, partageant des histoires d'artistes et de leurs muses. Nous avons flâné dans le jardin du Luxembourg, lisant des poèmes sous les arbres, où nous nous sommes perdus dans les ruelles du Marais, découvrant petites librairies et ateliers d'artistes. Avec elle, Paris a pris une nouvelle dimension, une profondeur que je n'avais jamais perçue. Mon art s'épanouissait. Les divagations de mon carnet prenaient désormais des couleurs et des formes plus audacieuses. Elara ne se contentait pas de m'encourager. Elle était mon inspiration, ma critique la plus bienveillante et ma plus grande admiratrice. Elle voyait la beauté dans mes traits imparfaits, l'âme dans mes tentatives de capturer les ombres et les lumières de Paris. « Tu as un regard unique, Antoine », disait-elle, et ces mots étaient comme un vent qui me portait. Je me sentais vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis longtemps. La frustration du travail au bistrot persistait, mais ce n'était plus qu'un bruit de fond, éclipsé par la mélodie qu'Elara avait apportée dans ma vie. Cependant, la bulle de notre intimité était parfois trouée par des regards curieux, des murmures dans les cafés, des sourires forcés de connaissance. Je sentais le regard des gens sur nous, jugeant notre différence d'âge, l'intimité de nos gestes. Bien qu'Elara semblait insensible à ces réactions, moi, jeune homme de la campagne, encore incertain de ma place dans le monde, je ressentais le poids de ses regards. Je commençais à me demander si j'étais égoïste, si je mettais Elara dans une situation inconfortable. La joie d'être avec elle était immense, mais l'ombre de la société me poursuivait. Un jour, alors que nous descendions la rue Montorgueil, un autre client du bistrot m'a aperçu tenant la main d'Elara. Il m'a salué d'un sourire moqueur et d'un hochement de tête qui semblait dire « Alors, c'est votre compagnie ?» Ce petit geste, ce regard m'a frappé comme un éclair. Mon visage s'est empourpré et j'ai senti une boule dans la gorge. Elara a remarqué mon changement d'humeur et m'a serré la main, un geste silencieux de soutien. « Ne les écoute pas, ma chère », a-t-elle dit d'une voix calme et ferme. « Le bonheur est un crime pour ceux qui ne le trouvent pas. » Ces paroles m'ont apaisé, mais le doute était déjà bien installé. Je ne voulais pas qu'Elara souffre à cause de moi, ni que notre amour devienne un spectacle pour la curiosité des autres. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Elara, avec sa sagesse innée, semblait comprendre mes insécurités avant même que je ne les exprime. Elle ne m'a jamais mis la pression, n'a jamais exigé plus que ce que j'étais prête à donner. Mais sa seule présence m'a poussé à l'honnêteté et au courage. Un soir, assise sur un banc devant le Sacré-Cœur, regardant la ville s'illuminer, je me suis enfin confié sur mes peurs, sur ce que ma famille penserait, sur la difficulté de vivre un amour si peu conventionnel. Elle m'a écouté attentivement, me tenant la main tendrement. « Antoine », commença-t-elle, ses yeux bleus reflétant les lumières de Paris, « la vie m'a appris que l'amour ne choisit ni l'âge, ni le statut, ni les attentes des autres. Il est, tout simplement. Et quand il est vrai, il mérite d'être vécu, protégé. » Elle m'a ensuite parlé de son propre passé, d'un amour perdu dans sa jeunesse, que la société avait également désapprouvé, des choix qu'elle avait dû faire, et des regrets qu'elle portait depuis des années. « Ne fais pas la même erreur que moi, jeune homme, » m'a-t-elle dit avec une pointe de mélancolie. « Ne laisse pas la peur du jugement des autres te voler ton bonheur. La vie est trop courte pour ne pas aimer de tout ton cœur. » Ces mots étaient un baume, mais aussi un défi.
Je savais qu'elle avait raison, mais comment affronter le monde quand il semble si déterminé à ne pas comprendre? En vérité, j'étais amoureux d'Elara. Ce n'était pas un coup de foudre de jeunesse, mais un amour profond et respectueux qui me comblait. Elle me voyait, m'entendait, me comprenait comme personne ne l'avait jamais fait. Et je l'aimais pour sa force, son élégance, son intelligence, sa capacité à voir la beauté du monde et en moi. Mais le monde extérieur était impitoyable. J'ai commencé à éviter certains endroits, à me sentir mal à l'aise en public, à cacher nos moments de tendresse. Cela me rongeait de l'intérieur, car je ne voulais embarrasser ni Elara, ni moi-même. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère de retour dans ma petite ville de Bourgogne. Elle m'a posé des questions sur mes études, mon travail et, subtilement, sur ma vie amoureuse. « Tu n'as pas encore trouvé une fille, Antoine? Une gentille fille de ton âge, avec qui fonder une famille ?» m'a-t-elle demandé. La question, si innocente dans son intention, m'a fait l'effet d'un coup de poing. J'ai balbutié, ne sachant pas quoi répondre. Comment pourrais-je lui expliquer Elara à ma famille, qui avait des attentes si traditionnelles? La distance entre Paris et la Bourgogne m'a semblé encore plus grande à cet instant. Une distance non seulement géographique, mais aussi culturelle et émotionnelle. Vous êtes-vous déjà senti tiraillé entre la loyauté envers votre famille et la vérité de votre cœur? Cette pression, à la fois intérieure et extérieure, commença à créer une tension subtile entre nous. Je devins un peu plus distant, plus pensif. Elara, toujours perspicace, le remarqua. Elle ne m'exigeait rien, mais son regard exprimait une tristesse sourde. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'avais honte d'elle, car ce n'était pas le cas. J'avais peur, peur de perdre ce que nous avions, peur de la blesser, peur de ne pas être assez fort pour nous défendre tous les deux. J'ai compris que l'amour n'était pas qu'un sentiment, c'était un combat, un choix quotidien pour affronter le monde et ses conventions. Et je ne savais pas si j'étais prêt pour ce combat. Une tension, telle une fine brume, commença à s'installer entre nous. Je me sentais déchiré, mon cœur tiraillé entre deux directions opposées, l'amour débordant pour Elara et le poids écrasant des attentes sociales et familiales. Je commençais à me replier sur moi-même, à éviter de parler d'avenir, à me rétracter un peu en public. Elara, avec sa sensibilité exacerbée, le remarqua. Ses yeux, qui brillaient autrefois d'une joie contagieuse, étaient désormais teintés de tristesse, d'une compréhension silencieuse qui me blessait plus que n'importe quel reproche. Elle ne m'exigeait jamais rien, mais je voyais la douleur dans ses yeux, la douleur d'un amour qui semblait étouffé par la peur. Je passais des nuits blanches à arpenter mon petit appartement de Montmartre, les yeux fixés sur les lumières lointaines de la tour Eiffel. Que faisais-je? Étais-je lâche? Laissais-je les opinions des étrangers et les traditions familiales détruire la plus belle chose qui me soit arrivée? L'image d'Elara, avec son sourire accueillant et sa sagesse sereine, luttait contre les voix dans ma tête qui faisaient écho aux paroles et aux regards critiques de ma mère. Je savais qu'au fond, seules nos émotions l'une pour l'autre comptaient, mais la force de ces voix extérieures était presque insupportable pour la jeune artiste peu sûre d'elle que j'étais encore. Il me fallait décider si j'étais prête à me battre pour cet amour, ou si j'allais laisser le monde, une fois de plus, me voler mon bonheur. Ce jour-là, j'ai décidé de ne pas être le lâche qui a laissé l'amour me filer entre les doigts. La douleur dans le regard d'Elara était le reflet de ma propre lâcheté. Ces mots, disant que la vie est trop courte pour ne pas aimer de tout son cœur, résonnaient en moi. Je ne voulais pas d'un avenir de regret, comme elle l'avait elle-même vécu. Je ne pouvais pas laisser la peur du jugement des autres me priver du bonheur que j'avais trouvé, ni priver Elara de la paix qu'elle méritait. J'ai couru jusqu'à son appartement, en plein cœur du Marais, ce même quartier où nous avions découvert tant de galeries et de librairies. J'ai frappé à la porte, le cœur battant, une petite toile à la main, un portrait d'elle, ses yeux bleus emplis de sagesse et de tendresse, sous la lumière dorée de Paris, reflet de ce qu'elle représentait pour moi. Lorsqu'elle a ouvert, son visage était marqué par une légère surprise et une pointe d'inquiétude. « Elara, ai-je dit d'une voix brisée, je t'aime, et je me fiche de ce que le monde pense. Je ne laisserai personne nous voler ça. Tu es la lumière qui m'a ramené à la vie, à mon art, à moi-même. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Un sourire a illuminé son visage, et elle m'a serré dans ses bras avec une force qui a dissipé tous mes doutes.
comme si toutes les pièces de mon puzzle intérieur s'étaient mises en place. À cet instant, sous les toits de Paris, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce jour, nous avons marché côte à côte, la tête haute. Les regards subsistaient, les murmures peut-être aussi, mais ils perdaient de leur force. Ma famille, finalement, à force de lettres et de conversations franches et patientes, a commencé à comprendre. Ce ne fut pas facile. Il a fallu du temps et beaucoup de vérité, mais le bonheur qui nous régnait était indéniable. Et Lara n'était pas seulement mon amour, elle était ma muse, ma compagne, l'encre qui me permettait de m'envoler. Mon art s'est épanoui, et bientôt mes œuvres ont été exposées dans de petites galeries, toujours avec Elara à mes côtés, la première à applaudir. Son amour m'a donné le courage d'être moi-même, d'exprimer mon âme sans crainte. Et ainsi, mes amis, l'amour que la société qualifierait d'impossible a fleuri dans les rues de Paris, prouvant que le cœur n'a ni âge ni frontières. Il ressent simplement, et lorsqu'il est vrai, il a le pouvoir de déplacer des montagnes et de redéfinir le sens du bonheur. L'amour exige parfois du courage pour être pleinement vécu, pour défier ce qu'on attend de nous et simplement être. Il nous rachète, nous transforme et nous donne la force d'être qui nous sommes vraiment, surmontant toutes les adversités et toutes les attentes. Quel aspect de ce voyage vous a le plus touché? Croyez-vous que le véritable amour trouve toujours une issue, malgré l'adversité? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire d'amour et de dépassement de soi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de croire au pouvoir de l'amour. Que diriez-vous d'une histoire d'amour naissant en pleine guerre, ou de retrouvailles inattendues après des décennies? Laissez vos suggestions dans les commentaires. À bientôt mes chers.